On refait une fois? Ouais. La rentrée des classes est là, et cette année, enfin, les parents ont inscrit leur progéniture à des cours de musique. Dans ce haut lieu de culture, une majorité de femmes sont professeurs. Solfège, chant, théâtre, danse classique, toutes les disciplines sont enseignées par des femmes. Le cours d'instrument n'échappe pas à la règle. C'est une femme aux commandes de l'équipe des cuivres, une équipe de 3 pianistes merveilleuses dirige la section de piano, une autre femme encore enseigne la flûte et mène le quatuor de musique de chambre. En classe, on utilise les livres d'André Ouénien pour apprendre à lire une partition. Au piano, c'est un morceau de Jean-Sébastien Bach qui fait partie du répertoire imposé pour chaque évaluation. En histoire de la musique, on apprend que Georg Friedrich Händel, aveugle, a composé jusqu'à son dernier souffle. En sortie scolaire au concours Reine-Élisabeth, on écoute pendant 6 longues heures des candidats masculins se disputer leur place en demi-finale. Quelque chose cloche. Mais on n'en a pas vraiment conscience. Entourés par une institution à la parité exemplaire, les modèles présentés en cours, les œuvres interprétées dans chaque local de ce temple musical, les concerts à rallonge, tous sont entièrement trustés par des hommes. Et c'est un plaisir, on aime jouer Bach, on s'émeut d'amour devant Chopin, on pleure en écoutant l'Orfeo de Monteverdi. Mais qui sont ces inconnus auxquels on ne peut résolument pas s'identifier? La tension monte, les questionnements aussi. Et puis, le miracle. Dans une librairie de seconde main, un livre. Une histoire des créatrices de Liliane Blanc. Historienne québécoise, elle lutte contre l'oubli et l'occultation des créatrices et surtout contre l'idée préétablie qui veut que seuls les hommes aient créé de vrais chefs-d'œuvre. Révolution. Vous venez d'entendre un extrait de la sonate d'Elisabetta de Gambarini. Un pied dans le baroque avec une petite touche classique, cette compositrice oubliée a pourtant eu une vie des plus riches en création artistique. Née en 1730 à Londres, cette chanteuse, claveciniste et compositrice a fait les beaux jours de la bourgeoisie anglaise. Pourtant, aujourd'hui, presque aucune trace populaire ne subsiste, hormis quelques mentions dans certaines encyclopédies. On a retenu d'elle qu'elle avait chanté sur scène les oratorios d'Handel, beaucoup moins qu'elle avait composé. Elle a pourtant publié de son vivant 3 opus dont nous avons gardé la trace aujourd'hui. C'est une belle découverte, en tout cas, ça c'est sûr que j'ai acheté ces partitions avec beaucoup de plaisir et que je pense continuer à les découvrir pour moi et parfois pour des élèves aussi, ça peut être intéressant. Parce qu'on cherche parfois ce genre de petites pièces dès l'époque classique, claveciniste, on les demande, c'est un aspect qu'on aime bien de voir pour des élèves aussi. Qui sort tout à fait, qui demande d'autres qualités, comme j'ai expliqué, au niveau légèreté, ornementation, dextérité et tout, élégance, et tout dans la finesse. Il faut beaucoup de finesse, et donc c'est très intéressant à travailler. Je pense que voilà, c'est toujours bien de faire découvrir aux élèves et au public d'autres répertoires moins connus. Elisabetta de Gambarini n'était pas la première compositrice de l'histoire de l'humanité, loin de là. Avant elle, on a retenu les compositions d'Hildegarde von Bingen, religieuse au Moyen-Âge, prête à dédier sa vie entière à composer en l'honneur de son Seigneur. Bien avant, il y a aussi eu Sappho. Cette femme qu'on connaît aujourd'hui comme poétesse antique avait pourtant l'habitude d'accompagner ses prestations d'une musique jouée à la lyre.
Mais la postérité patriarcale n'aura retenu d'elle que son inclinaison homosexuelle, jusqu'à créer le terme de lesbienne en référence à l'île de Lesbos sur laquelle elle vivait. Sappho a vécu à une époque antique où la femme tenait une position et des rôles particuliers dans la société. Dans la Constitution d'Athènes d'Aristote, on trouve quelques mentions de banquets auxquels des musiciennes et danseuses sont également payées pour rendre des services sexuels. La confusion entre prestations scéniques et prostitution a perduré dans le temps. Longtemps, très longtemps. Liliane Blanc écrit au sujet des femmes compositrices post-Renaissance qu'envisager de se produire en public, c'était alors se voir assimilée à une de ces prostituées qui, depuis l'Antiquité, distrayaient les hommes réunis entre eux en leur jouant du luth ou de la flûte ou en chantant. C'est ainsi qu'étaient considérées les marginales qui montaient sur les planches. Une distraction donc, et non pas une expression artistique. Voilà à quoi étaient réduites les productions musicales de ces femmes qui ont tenté de s'exprimer. Un nocturne signé Fanny Mendelssohn pour changer des traditionnelles pièces sentimentales de Chopin. Née en 1805 d'un père banquier et d'une mère bourgeoise et rentière, Fanny reçoit la même éducation musicale que son frère Félix. Mais celle-ci ne durera pas très longtemps. Au début de son adolescence, Fanny se voit écartée du chemin dans la musique alors que son père continue à pousser son frère vers la réussite scénique. Fanny ne manque pas de talent, loin de là, mais son père en avait décidé autrement. La musique deviendra peut-être pour lui son métier, alors que pour toi, elle doit seulement rester un agrément, mais jamais la base de ton existence et de tes actes. Demeure fidèle à ses sentiments et à cette ligne de conduite, ils sont féminins, et seulement ce qui est féminin est un ornement pour ton sexe, lui écrivit son père dans une lettre. On sait qu'elle était géniale, que son frère, malgré que son frère et son père l'ont découragée, l'ont dit qu'elle était faite, comme toutes les femmes, pour être une bonne épouse, une bonne mère de famille, rester tranquillement chez elle. Elle avait ce talent énorme de compositrice et voilà, elle a eu beaucoup de mal à percer, à éditer ses œuvres sur le tard. Elle a attendu que son père soit décédé pour le faire.
Mais on sait que Félix aimait de lui demander conseil. Quand il composait une pièce, il aimait de savoir ce qu'elle en pensait. Et aussi, il y a des pièces que Fanny a pu éditer en les faisant passer, je ne sais pas si tu le savais, mais dans le recueil, par exemple, des fameuses chansons sans parole, qui est un recueil assez connu de Félix. Et donc, elle a pu faire éditer grâce à ça, quoi, parce qu'on les a intercalés comme ça. Mel. Très peu commun comme prénom. Et pour cause. C'est un diminutif utilisé par la compositrice dans le but de passer pour un homme et se faire une place dans le milieu musical. Douée pour le piano depuis son enfance, dotée d'une oreille remarquable qui lui permet d'improviser dès son plus jeune âge, Mélanie Bonis se heurte aux obstacles récurrents de la vie de femme à son époque. La fin du XIXe siècle est en effet toujours fortement ancrée dans le patriarcat et l'attribution genrée des rôles dans le ménage. Mélanie Bonis accède pourtant aux cours de musique classique grâce à Jacques Maury, ami de ses parents, corniste à l'opéra et professeur de cornet à piston au conservatoire. Passionnée, travailleuse et en avance sur son temps, elle parvient à entrer au conservatoire elle-même et suit même les cours d'Ernest Guiraud en harmonie. Elle obtient le premier prix d'harmonie en 1880. Le premier prix, c'est le Sésame de l'époque, la seule porte d'entrée à la classe de composition, dernier échelon avant la consécration musicale. Mel Bonis excelle, mais arrête subitement ses études en 1881. La tradition familiale l'a rattrapée. Ses parents la forcent à quitter cette vie de marginale pour se marier avec un riche industriel. La musique ne peut plus être son seul horizon. C'est vrai qu'au départ, quand je l'avais entendu, je me suis dit il s'agit plutôt d'une œuvre romantique. En fait, Mel Bonis, on peut dire qu'elle est à charnière avec le post-romantisme déjà et l'impressionnisme. Et donc, quand on entend le début, on est sur une petite pièce intimiste, très mignonne, très mélancolique. C'est ça qui est séduisant dans cette pièce et qui peut se caractériser de post-romantique ou de romantique. Et puis, il y a des petits passages, il y a des arabesques qui viennent très vite, où on sent qu'on est vraiment sur une influence Debussy, sur une influence impressionniste carrément.
avec, moi je trouve, un moment donné où on part dans l'aigu assez rapidement, un petit passage plus brillant, là, une influence musique espagnole. On trouve un petit côté Albéniz, et d'ailleurs on sait très bien qu'Albéniz avait des influences à la même époque que Ravel, que Debussy et tout ça, mais peut-être plus avec Ravel. Donc il y a un petit peu ça, il y a du post-romantisme, il y a de l'impressionnisme, ça c'est sûr, et il y a un petit côté, mais qui dure 2-3 mesures, de musique espagnole qui vient là nous montrer que c'était une époque assez espagnolisante, hein. Sofia Goubaïdou-Lina, compositrice contemporaine, âgée de 89 ans aujourd'hui, est l'une des figures qui nous donne de l'espoir et permet de construire, ensemble, un monde différent. Sa vie a été semée d'embûches. De son départ du RSS à sa place de femme dans l'univers musical, tout n'a pas été simple. Mais elle a tenu bon et nous a légué cette chaconne détonnante dans laquelle on reconnaît un peu l'influence de son collègue et comparse Dmitri Shostakovich. Je trouvais que, si je peux dire quelque chose de russe, c'est dans la largeur de l'envergure du son qu'elle demande, une énorme intensité, avec des accords très pleins, et elle marque souvent des signes de portato, qui sont les petits signes, la petite barre horizontale. Bon, pour les spécialistes, c'est une histoire de partition, c'est pas grave, on se comprend entre pianistes, mais ce sont des signes qui indiquent que l'accord doit être joué d'une façon assez lourde, assez, oui c'est ça, assez pesante, assez lourde. Et donc, il ne s'agit pas d'être dans une dentelle aérienne de musique française, par exemple à la Messiaen, quelque chose qui n'a rien à voir, ou à la Jean Français. Et voilà, de ce côté-là, je pourrais dire qu'il s'agit d'un côté où on sent encore la musique russe, avec ce côté qui est parfois accablant, qui est parfois vraiment implacable et lourd, qui donne bien l'ambiance qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Cécile Prévost-Thomas, sociologue de la musique, dressait un portrait peu reluisant de la place des femmes dans le monde de la musique il y a peu de temps sur les ondes de l'émission Pluriel. Elle s'appuie sur les chiffres d'un rapport publié par le ministère de la Culture en France. Ainsi, seulement 4% des chefs d'orchestre en France sont des femmes. Dans les festivals de musique classique, seulement 22% de femmes sont programmées et seulement 7,9% d'œuvres de femmes sont jouées dans ces festivals. On arrive au fait qu'il faut concilier avec les heures de travail et une vie familiale, une vie de couple, de l'intendance un peu à faire. On parlait de la cuisine, là, il n'y a pas longtemps, pouvoir ne fût-ce que faire à manger, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et après, il y a les enfants qui arrivent. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est très prenant. Et que dans l'éducation, ça dépend les copains qu'on a, les fiancés qu'on a, mais il faut quand même consacrer du temps. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai quand même eu pas mal d'aide, mais bon, il y a eu des moments cocasses, par exemple pour cuisiner. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de préparer des choses dans le frigo et que c'était mon compagnon à l'époque, puis c'était mon mari, voilà, il fallait qu'il soit coaché pour ce genre de choses. Mais par contre, pour les enfants, il était prêt à s'en occuper.